que multiplie mon vecteur, c'est-à-dire la valeur de mes fonctions au point x0. Et je vais donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais en fin de compte obtenir, alors je vais plutôt l'appeler h indice 0, que les choses soient claires, voilà. Je vais obtenir h indice 0, qui va donc être égal à cette matrice-là inverse, que multiplie ce vecteur. Et à partir de ce h indice 0, je vais pouvoir le rajouter à x indice 0, et je vais pouvoir en fin de compte calculer x indice 1. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire avec ce x indice 1? Ben, à partir de ce x indice 1, je vais refaire exactement le même calcul que j'ai ici, sauf qu'au lieu d'avoir x indice 0, j'aurai x indice 1. Ça va me permettre d'obtenir h indice 1. Et à partir de h indice 1, je vais pouvoir calculer x indice 2. Donc, on va le faire ici. Donc, au départ, vous avez vu tout le détail du calcul pour calculer h0. À partir de h0, je vais pouvoir calculer x indice 1. Et donc, égal à x indice 0 plus h0. Voilà. Alors, comment j'ai calculé ce h0? J'ai démarré à partir de x indice 0. J'ai calculé h indice 0. J'ai ensuite calculé x indice 1. Et donc, je vais pouvoir refaire le même processus à partir de x indice 1. Je vais pouvoir calculer h indice 1, qui à son tour va me permettre de calculer x indice 2, qui est donc égal à x indice 1 plus h1. Voilà. À partir de x indice 2, ben pareil, je vais pouvoir calculer h indice 2, etc., etc. Et donc, je vais, comme ça, calculer les valeurs successives jusqu'à x indice n. Et ce x indice n, ben, il est tel que quoi? Il est tel que f1 de x indice n est proche de 0. f2 de x indice n proche de 0. Et enfin, f3 x indice n proche de 0. Voilà, en fin de compte, l'application de la méthode de Newton à la résolution d'un système non linéaire. Donc ça, c'est une méthode que l'on va retrouver avec des variantes près, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont prendre des pas un peu plus des pas différents que de h multiplié par un certain facteur, etc., etc. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais globalement, c'est cette méthode-là que l'on va toujours retrouver quand il va s'agir de résoudre un système non linéaire. Dès qu'on a affaire à un système non linéaire, hop, on va utiliser la méthode de Newton. Elle présente néanmoins, comme pour une dimension, elle présente un inconvénient. Est-ce que quelqu'un peut me dire lequel? C'est quoi le problème?
C'est long. C'est lent. En soi, ce n'est pas un problème. Si c'est lent, on va dire que c'est plus… voilà, ça ne va peut-être pas converger très vite, mais en soi, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui peut poser problème dans cette méthode? Il faut s'assurer que la transposée du gradient est inversible. Exactement. Il faut s'assurer que cette matrice-ci, c'est exactement ça, est inversible. Et donc, si pendant le calcul, on aboutit sur une matrice dont le déterminant est nul, ben ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à calculer de solutions approximatives. Et dans ce cas-là, il va falloir se contenter de celle qu'on a obtenue avant que la matrice ne devienne non inversible. D'accord? Donc voilà je dirais, le problème qu'il faut avoir en tête quand on utilise la méthode de Newton. C'est-à-dire qu'au fait, dans l'algorithme, on peut tomber sur un cas où effectivement l'algorithme ne peut pas continuer à calculer des solutions approximatives, parce que tout simplement, il est tombé à un moment donné sur une matrice qui n'est plus inversible. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant de faire pour mettre en application la méthode donc de Newton à la résolution de systèmes non linéaires, je vous propose de travailler sur cet exercice-ci que je vous ai mis, que vous avez dans votre cours et qui est donc l'exercice 4. Est-ce que vous êtes capable maintenant d'utiliser cette méthode-là pour résoudre le système non linéaire de l'exercice 4? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, il y a moyen de vous réexpliquer un peu au tout début? Alors, ouais, je pense qu'on n'a pas trop… C'est avec ce que j'ai expliqué, vous sentez que vous ne pourrez pas attaquer cet exercice? Ouais, non, pas là. Encore les autres, ouais, j'ai une dichotomie avec tout ce qu'on a fait avant, ouais, mais pas Newton. Ok. Alors, très bien. Alors maintenant, cet exercice-là, on va l'aborder ensemble. Et donc, on va démarrer tranquillement. Est-ce que vous pouvez juste me dire, déjà, quelques caractéristiques de ce système? C'est un système de combien d'inconnus avec combien d'équations? Deux équations, deux inconnus, et c'est un système non linéaire. Voilà, très bien. Donc voilà, premier constat, j'ai affaire à un système de deux équations à deux inconnus, et c'est un système qui est non linéaire. Comment puis-je le réécrire sous forme de deux fonctions à deux variables? Voilà. Voilà la première des choses que je vous demande. Si je veux faire ça, qu'est-ce que je peux écrire? Comment je vais démarrer? Alors, on va faire ça comme ça. On peut commencer à définir le vecteur H0. Alors déjà, on va commencer déjà par réécrire le système sous forme de deux fonctions. Une première fonction f de x et de y. C'est égal à x carré moins xy moins 2. Bravo. Alors, laissez-moi le temps d'écrire. Donc, x au carré moins xy moins 2. Voilà. Et la deuxième fonction, g de x et y. C'est x epsilon 3 plus xy carré moins 10. Exactement. Donc, voilà la première des choses déjà que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon système sous forme de deux fonctions. Donc ici, g de xy égale à x au cube plus x fois y au carré
moins 10. Et donc, mon système, c'est quoi? C'est en fin de compte, je dois donc trouver en fin de compte xy. Je dois donc trouver xy tel que quoi? Tel que, je réécris le système, tel que f de xy, quelqu'un peut compléter? Tel que f de xy soit égal à quoi? Et g de xy égal à quoi? 0. Exactement, 0. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a vu en cours, on a affaire maintenant à un système à 2 dimensions. Et celui qu'on a vu en cours, il était à 3 dimensions. Donc, ça veut dire que celui-ci, il est encore plus simple que ce que l'on a vu précédemment. Donc, ici, maintenant, je vais bien sûr, comme on l'a montré tout à l'heure, je vais démarrer avec un premier vecteur x indice 0, qui est une solution approchée. Ce premier vecteur, il va avoir combien de composantes? 2. Exactement, c'est-à-dire x indice 0 et y indice 0. Voilà. D'accord. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer la résolution de ce problème, moyennant quoi? De quoi j'ai besoin? De H0. H0, c'est ce que je vais avoir comme résultat. Mais avant de pouvoir obtenir ce H0, de quoi j'ai besoin d'autre pour pouvoir démarrer mon algorithme? Le point de départ. Je l'ai. Le gradient, pardon. Ah, voilà. Voilà. Donc, en fin de compte, je vais avoir besoin du gradient de f et du gradient de g. Je vais donc avoir besoin de calculer d de f sur d de x, d de f sur d de y, et je vais bien sûr avoir besoin de calculer d de g sur d de x et d de g sur d de y. Une fois que j'ai ça, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer mon algorithme. Donc, nous, comment on va faire pour résoudre maintenant cet exercice-là? On va le résoudre en utilisant, comme je vous l'ai dit, notre environnement de calcul qui va être donc MATLAB. Et là, je vous demande de prendre des notes précisément et de m'arrêter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, pour faire ça, la première des choses donc, que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir notre fonction f et notre fonction g. Alors, notre fonction f, voilà, et notre fonction g. Voilà. Donc déjà, première des choses que je vais faire, je vais définir ma fonction f et je vais définir ma fonction g. Donc jusqu'à là, vous êtes bien d'accord, il n'y a rien de sorcier. Je vais définir mes deux fonctions. Qu'est-ce que je dois définir d'autre?
Mon vecteur colonne x0. Alors, mon vecteur colonne x0, je le définirai au moment où je vais exécuter mon algorithme. Donc, j'ai le temps pour ce truc. Qu'est-ce que je dois définir? On l'a dit ici. J'ai défini f, j'ai défini g. Je dois donc définir quoi maintenant? Les gradients de F et G. Voilà, c'est ça ce que j'attends comme réponse. On doit définir les gradients. Donc, je vais définir d de fx, d de fy, d de gx et d de gy. C'est clair, ça? Comment je vais définir d de gx, d de fy, d de fx? Ben, je vais tout simplement prendre à chaque fois les dérivées partielles. Je vais donc me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fonctions. Mes deux fonctions de départ. Chaque fonction de départ étant sur deux variables, elle a donc deux dérivées partielles. Je vais donc me retrouver avec 2 d de fx, d de fy pour f, d de gx, d de gy pour g. Donc, si vous comprenez maintenant ce que je suis en train de faire, on est en train de faire des mathématiques et en même temps, on est en train de construire un algorithme pour pouvoir résoudre un problème. Donc maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, il va falloir que je construise quoi? Voilà, j'ai f, j'ai les gradients. Maintenant, il me faut construire quoi? Des matrices. D'accord. Et une fois que j'ai construit les matrices, il va falloir que je la transposer, très bien. Et une fois que j'ai fabriqué la transposée, il faut que je regroupe tout ça dans une fonction qui va en fin de compte constituer mon algorithme de résolution du problème. Donc cet algorithme-là, il est ici, et je l'ai appelé 6NL. 6NL. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé 6NL? J'aurais pu l'appeler comme autre chose, mais bon. Pourquoi 6NL? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je lui ai donné ce nom-là? Pour système non linéaire. Voilà, système non linéaire. Donc maintenant, si je regarde cet algorithme, alors, tout le monde arrive à lire ce qu'il y a sur mon écran? Allô? Oui. Ok. On va zoomer peut-être un petit peu. Alors, voir si je peux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, attendez, je vais faire un... Je vais juste essayer de trouver un truc pour découper. Voilà. 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 Alors, voilà. Je vais ici découper ça. Hop. Voilà. Et je vais... voilà. Et je vais mettre ça dans un fichier. Alors, je fais ça juste pour que les choses soient claires. Alors, il faudrait que je trouve un... Voilà. Un fichier. Je peux avoir un fichier Word ici. Voilà. Fichier Word. Tac.
Là, je prends un document vierge et je vais mettre ça sous forme d'un paysage. Ça, voilà. Et je vais juste insérer un tableau et je vais mettre l'algo. Voilà, mettre l'algo, que tout le monde comprenne un peu. Voilà. Vous arrivez à bien voir là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans cet algorithme? Dans cet algorithme, on a notre fonction f, notre fonction g, on a les dérivées partielles, on a la matrice M qui est donc égale à l'inverse de la matrice constituée les lignes qui correspondent au gradient de mes fonctions, et enfin le vecteur h qui est égal donc à moins le vecteur f xy g de xy que multiplie la matrice M, et en fin de compte, les solutions approximatives que je vais calculer. Voilà, vous avez là en face de vous tout l'algorithme qui va permettre de calculer les solutions approximatives. Donc, je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile pour vous de saisir cet algo, mais si vous avez du mal à le comprendre, c'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas habitué à la syntaxe. Voilà, je vais encore agrandir ici. Vous n'êtes pas habitué à la syntaxe de MATLAB. Donc, on va essayer un petit peu de le décrypter, cet algorithme-là. Donc, au départ, qu'est-ce que je fais au départ? Quand je vais appeler cette fonction, je vais lui communiquer deux arguments. Un premier argument qui est grand X 0, virgule, un deuxième argument que j'appelle E. Alors déjà, je veux juste m'assurer d'une chose. Quand je dis argument, est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Oui. Quand j'emploie le terme, quand j'emploie ce vocabulaire-là, le terme d'argument, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Voilà. Paramètres. C'est des paramètres. C'est les valeurs retournées, non? Comment? C'est quoi? C'est la valeur qu'on va retourner, non? Non. Quand je dis les arguments d'une fonction, ce sont des variables avec des valeurs que l'on va donner à la fonction pour que la fonction puisse faire un traitement. Voilà ce que ça veut dire des arguments. D'accord? Donc ici, pour que cette fonction-là puisse fonctionner, on lui donne au départ grand X0. Ce grand X0, il correspond à quoi? Par rapport à notre problème, il correspond à quoi? C'était le vecteur colonne de coordonnées x0, y0. Exactement. C'est celui-ci. C'est ce vecteur-là, c'est ce point de démarrage à partir duquel on va faire travailler notre fonction. Voilà à quoi correspond ce x0. Très bien. À quoi correspond le E que j'ai ici? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspond ce E? C'est pas l'écart entre ce qu'on cherche et ce qu'on va trouver? Enfin, non, entre le truc approximatif et le vrai. Alors, votre réponse n'est pas juste, mais elle n'est pas non plus
catastrophique. Parce qu'il y a des petites choses de juste là-dedans. Le E ici, c'est effectivement pour désigner un écart. Mais l'écart de quoi? C'est ça maintenant qu'on va essayer de comprendre. Donc, je reviens ici, ici, et je prends un nouveau fichier. Voilà. Donc, souvenez-vous que, qu'est-ce qu'on calcule? Au départ, on démarre avec x indice 0. Ensuite, on calcule x indice 1. Ensuite, on calcule x indice 2, etc., etc. À un moment donné, il faut bien qu'on s'arrête. Parce qu'on ne va pas rester à calculer indéfiniment. Donc, ça veut dire que je vais m'arrêter lorsque la norme du vecteur solution approximative x de n plus 1 moins le vecteur solution approximative de l'itération précédente, n, quand cette norme-là devient proche de quoi? De 0? Exactement. Voilà. À quel endroit dans le code je le calcule, cette norme? Si vous prenez le temps de regarder ce code. C'est où que je calcule ça? À la fin? Exactement. Dans quelle ligne? Qu'est-ce que vous lisez sur la ligne? Le n égale norme, là. Voilà. N égale la norme de grand X, virgule I ici, moins grand X, 2 points, virgule I moins 1. Vous voyez que ici, je calcule la norme d'une différence. Et quand cette norme-là devient très, très, très proche de 0, c'est-à-dire quand elle cesse d'être supérieure à un certain critère d'erreur, ici, E, alors je sors de cet algorithme. D'accord? Donc là, j'essaie un peu de vous expliquer pas à pas l'algorithme pour que vous compreniez comment il fonctionne. Enfin, l'algorithme, vous l'avez compris, mais pour que vous compreniez, pardon, comment fonctionne ce code MATLAB que vous avez devant les yeux. Alors, comment maintenant on va fonctionner dans cette fonction-là? Il faut bien comprendre quelque chose qui est assez simple, c'est qu'au départ, la fonction, elle démarre avec x0. Donc, ça veut dire qu'au fait, ce x0 qui est ici, je vais le stocker dans un tableau de plusieurs colonnes dans un tableau que j'appelle grand X. Donc, si vous regardez ici, j'ai un tableau qui s'appelle grand X, qui correspond au fait à ce que va me renvoyer au fait la fonction grand X. Et qu'est-ce que je stocke dans la première colonne de ce tableau? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je stocke dans la première colonne de ce tableau? La première colonne, elle est là. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Ça, c'est la quatrième. Ça, c'est la cinquième. Ça, c'est la sixième, septième, etc. Qu'est-ce que je stocke dans cette première colonne? Il suffit juste de regarder le code. Je stocke quoi dans la première colonne? Je stocke le vecteur initial. Ça veut dire que ici, je vais stocker x indice 0 et y indice 0. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Après,
je rentre dans une boucle. C'est quoi cette boucle-là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous lisez ici, là où j'ai le curseur? While, Et ouais, ça correspond à quoi? tant que. Voilà. Tant que. Tant que quoi? Tant que j'ai pas la condition là qui est vérifiée, qu'est-ce que je fais? Je construis donc ma matrice alors j'évalue déjà ma fonction f et ma fonction g au point de départ, puisqu'au début, je vais avoir i égale à 1. Donc, je vais avoir x 1, 1, x 2, 1. Donc, je vais avoir ici, je vais évaluer ma fonction f et ma fonction g au point de départ. Je vais évaluer les dérivées partielles au point de départ. Je vais construire ma matrice que je vais inverser. Et après, je vais calculer mon déplacement h. Et à partir de ce déplacement h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rajouter à mon vecteur de départ, qui lui a démarré dans la colonne 1, 1, pour calculer un nouveau vecteur que je vais stocker dans la colonne 2. Je vais incrémenter ici de 1 et je vais calculer la différence entre le vecteur que j'ai dans la colonne 2 et celui que j'ai dans la colonne 1. Si cette norme-là n'obéit pas aux critères, qu'est-ce que je fais? Je recalcule. Je refais les mêmes calculs avec cette fois-ci le vecteur que j'ai dans la colonne 2, qui me permettra par la suite de calculer un nouveau vecteur que je vais stocker dans la colonne 3. Colonne 3, c'est-à-dire ici. Je vais refaire de nouveau mon algo et je vais stocker le nouveau résultat dans la colonne 4. Je vais encore refaire mon algo et je vais stocker mes résultats dans la colonne 5, etc., etc. Comment je sais dans quelle colonne je stocke? Ben, c'est indexé par le i que vous avez dans la fonction, où vous voyez que j'ai à chaque itération, j'ai i qui est égal à i plus 1. Alors, comment je vois ça? Ben, tout simplement, vous voyez qu'à chaque fois, quand je rentre ici dans la boucle while, j'ai grand X, numéro de ligne, numéro de colonne. Numéro de ligne, numéro de colonne. Donc, vous voyez que le grand X à la colonne i plus 1 sera le grand X à la colonne i plus h 1, 1. Le grand X, la ligne 2, colonne i plus 1, sera le grand X de la ligne 2, colonne i, plus h de 1,2, c'est-à-dire la deuxième composante de h. Est-ce qu'avec ces explications que je viens de vous donner, vous arrivez à mieux comprendre ce que fait cette fonction? Oui, ça va. Ça va un peu mieux ou pas? Oui. Ok. Vous voyez que je ne fais en fin de compte que réappliquer sous forme de calcul, là, de calcul écrit en code, ce que nous avons fait à la main quand j'ai présenté l'algorithme. Il faut juste que vous compreniez qu'au fur et à mesure que je calcule les solutions approximatives, je les stocke dans un tableau. Ce tableau s'appelle grand X. Et c'est ce tableau de solutions approximatives que la fonction me renvoie quand elle a terminé d'exécuter l'algorithme. Quand j'ai décroché,
ça veut dire qu'au fait, j'ai affaire à des vecteurs ou à des matrices. Quand j'ai compris ce que c'est qu'un tableau, comment il est indexé, voilà, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris comment je construis une fonction, quand j'ai compris ce que c'est qu'une boucle while, ben, tout le reste, c'est plus qu'une question d'exercice, de s'exercer, de relire ce code, de l'exécuter de votre côté et de comprendre un peu mieux ce qu'il fait. Donc maintenant, comment je vais exploiter cette fonction-là pour retrouver la solution à mon problème? On va donc maintenant revenir dans notre environnement MATLAB. D'accord? Et donc, dans notre environnement MATLAB, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir au niveau des commandes. Pardon. Au niveau de la fenêtre des commandes, voilà. Et je vais, bien sûr, lancer ma fonction 6NL. Donc, 6NL. Et qu'est-ce que je vais lui donner en argument? Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? On devait lui donner un premier vecteur qui valait combien? Si on regarde l'exercice, il vaut combien? Le vecteur de départ. Monsieur, Oui, vous n'avez pas oublié le N? exact. Merci. C'est quoi le vecteur de départ? Il vaut combien? 5, 5. 5, 5. Donc, je vais mettre crochet, crochet. Est-ce que je vais mettre 5,5 ou je vais mettre 5,5? Qui me répond? Virgule. Non. Pourquoi? Parce que c'est une colonne, c'est une colonne. Exactement, bravo, parce que c'est un vecteur colonne, tel qu'il est traité dans l'algorithme. Virgule quoi? Là, je vais donner, allez, on va dire, là, je vais travailler avec, tant que la différence est supérieure à 0,1, je continue à calculer des solutions approximatives. Donc ici, il ne me reste plus qu'à appuyer sur Entrée. Et qu'est-ce que j'obtiens comme réponse? J'obtiens. La fonction me renvoie mon tableau grand X. Dans ce tableau grand X, bah, qu'est-ce que j'ai? Dans la première colonne, j'ai le vecteur initial, le 5, 5. Ensuite, j'ai la première solution approximative qui a été calculée. Ensuite, la deuxième. Ensuite, la troisième. Ensuite, la quatrième. Et ensuite, la cinquième. Bien entendu, je peux très bien continuer avec une précision un peu plus fine, c'est-à-dire 0,05 au lieu de 0,1. Et j'appuie sur Entrée. Et dans ce cas-là, je vois que je ne m'améliore pas trop par rapport à la première. Donc, je me dis que peut-être faudrait que j'aille sur quelque chose d'un peu plus fin. Au lieu de prendre donc 0,1, comme on l'a pris ici, voilà, je vais prendre 0,01. Voilà. Et je vais appuyer sur Entrée. Et là, je vois que avec le nouveau critère qu'on a donné, il a fait une itération de plus pour me donner le résultat 2 et 1. Alors, la question est la suivante. Est-ce que 2, 1 est la solution de mon problème? Oui. Effectivement, 2, 1, c'est bien la solution de mon problème, puisque j'ai 2 au carré, ben ça fait 4, moins 2 fois 1, ben ça fait 2.
2 au cube, ça fait 8. 8 plus 2 fois 1, ça fait 10. Donc, c'est effectivement la solution de mon problème. Donc là, on a démarré avec 5, 5. Et si j'avais démarré avec 15 et 3, que se serait-il passé? Quelqu'un peut me dire, peut deviner. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? J'ai dit que je ne vais pas démarrer avec 5, 5, je vais démarrer avec 15 et 3. Faudrait diminuer encore E, non? Alors, je ne sais pas. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais appuyer sur Entrée et j'ai gardé le même critère d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré avec 15, 3. Il a calculé 9, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 2, et hop, il a de nouveau reconvergé vers la solution de mon problème. D'accord? Donc, vous voyez que l'algorithme, il semble robuste, puisqu'en fin de compte, quel que soit le point de démarrage, alors on va se dire, voilà, j'ai peut-être démarré, imaginons que je parte de moins 5 et de 1, est-ce qu'il va repartir vers la solution de mon problème? Donc là, on obtient quoi? Il va vers quelque chose comme 0,3532 et moins 5,30 et 92. Et là, on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il convergerait vers une autre solution ici? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire une évaluation de cette nouvelle solution sur laquelle il converge avec ma fonction f. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f de 0,3532 virgule moins 5,3092. Je vais voir ce que j'ai comme valeur. J'obtiens moins 0,00004. Ben, ça a l'air d'être aussi une solution de mon système. Et je vais essayer ici avec G. Avec G, j'ai quoi? J'ai moins 0,00007. Alors, est-ce que quand vous observez des résultats comme ça, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez déduire quelque chose de ce que l'on a ici, là? Cette solution et cette solution. Pardon? Il n'y a pas qu'une seule solution au système? Bravo. Il y a combien de solutions? Une infinité? Peut-être pas une infinité. Mais il y a au moins, on est sûr, déjà avec juste ce qu'on a vu, il y a au moins plus d'une solution à notre système. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, on se dit, bon, ben, très bien, même un algorithme qui est assez robuste, puisqu'en fin de compte, vu d'où je démarre, il semble converger. Voilà, là, il converge vers la deuxième solution. Et quand je démarre avec des valeurs qui sont plutôt positives ici, hop, il converge vers la première solution. D'accord? Donc, vous voyez bien que grâce à une approche numérique, ben, vous pouvez affirmer que ce système-là
il admet des solutions. Mais sauf que ces solutions-là, si vous n'avez pas une méthode, vous ne pouvez pas les calculer. Alors, si vous vous amusez à calculer ça à la main, bah, essayez de voir un petit peu ce que ça pourrait vous donner à la main. Vous allez vous retrouver. Donc, il suffit ici de voir que si j'essaye de faire ce calcul, à la main, je vais me retrouver avec soit, et s'il y arrive, parce que ce n'est pas sûr, soit avec un polynôme du 4e ou du 5e degré avec une seule variable pour lequel je dois donc résoudre. Or, vous savez tous qu'un polynôme, au-delà du 4e degré ou du 5e degré, vous ne pouvez plus le résoudre. Vous savez résoudre des polynômes du second degré. Les polynômes du 3e degré, vous savez les résoudre quand vous avez ce qu'on appelle une solution évidente. Et quand vous n'avez pas de solution évidente, ben vous n'avez pas le choix que d'utiliser une méthode numérique. Alors bien sûr ici, on peut toujours illustrer ce que l'on dit sous forme de graphique, hein, pour montrer qu'effectivement, alors imaginons que par exemple, je veuille montrer qu'effectivement ça converge vers une solution. Donc je peux très bien par exemple faire un affichage ici. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais dire, voilà, je vais mettre Z égale à 6NL. Donc, je vais récupérer dans un tableau Z les résultats de la résolution en démarrant avec 5 et 10. Voilà. Je vais faire un plot. Je vais afficher Z donc les abscisses, 1,2 points. Et en ordonnée, je vais mettre les ordonnées de Z. Donc Z, je fais la parenthèse, donc la deuxième ligne, 1,2 points. Je fais un plot comme ça. Tac. Qu'est-ce que je vais donc observer? Voilà, j'observe que donc je démarre d'ici et hop, boum, j'y vais et je converge vers le point 1, 2. Alors bien sûr, tel que c'est comme ça, on ne le voit pas très bien, mais rien ne nous empêche, comme je vous l'avais déjà montré au premier cours, de redimensionner nos axes. On va faire un axis. Donc, sur l'axe des abscisses, on va aller de 0 à 10. Voilà. Et on va faire pareil sur l'axe des ordonnées. 0 à 10. À 10. Sur l'axe des ordonnées, on va plutôt aller de 0 à 11. Voilà, pour voir le point de départ. Voilà. Voilà, on a ça. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire à partir de là, on va dire, voilà, je vais faire un hold on. Alors, je vais garder ce graphique-là. Voilà. Et je vais rajouter un autre point. Donc, je veux dire que cette fois-ci, je ne démarre pas de 5 et 10. Je démarre de, par exemple, 3 et 1. Voilà. Et je fais un affichage de mes résultats. De mes résultats.
Tac. Et je vois qu'effectivement, quand je démarre d'ici, ben, je converge là. Quand je démarre d'ici, ben, je finis aussi par converger là. Et rien ne m'empêche de pouvoir rajouter autant de graphiques que je veux pour montrer un petit peu la convergence graphique. Ça veut dire que je peux de nouveau calculer un nouveau Z. Je dis, voilà, ben, je pars cette fois-ci de 5 et de 7. Voilà. Et j'affiche mes résultats. Pareil, ben, je démarre ici, tac, 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 je converge. Donc, en fin de compte, vous pouvez montrer graphiquement que vous avez effectivement une convergence vers le point 1 du 2 qui est donc ici. Voilà. Comment je fais ça? Ben, j'utilise la fonction plot et pour pouvoir conserver les graphiques précédents, j'utilise tout simplement l'instruction hold. Alors maintenant, avec tout ça, ce qui serait bien, mais encore une fois, c'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas derrière vous pour vérifier que vous l'avez bien fait. Si par contre vous avez des problèmes, ben vous revenez vers moi et on en discute. Je vous invite à réfléchir à, bien sûr, l'exercice numéro 5. Donc, si vous regardez un peu l'exercice numéro 5, de quoi il s'agit dans cet exercice-là? Vous avez, c'est un exercice, je dirais, très, très pratique. J'ai quoi, en fait, dans cet exercice? On a ici un sol, et ici, on a deux murs. Et là, on a une première échelle, et là, on a une seconde échelle. Il y en a une qui mesure 3 mètres, l'autre qui mesure 4 mètres. Au point de croisement, ici, on mesure la hauteur au sol. On a 1 mètre. Et donc, à partir de ces données-là, on vous demande de déterminer la distance entre les deux murs. Donc, vous avez tous bien compris que ici, ben, vous avez affaire à un problème qui va en fin de compte être un système de deux équations à deux inconnus et qui est non linéaire. Étant donné qu'il est non linéaire, vous allez devoir utiliser une méthode qui va vous permettre de le résoudre. Vous allez bien sûr vous rendre compte que la méthode que vous allez mettre en place, c'est une méthode, alors justement, je vous pose la question, est-ce que c'est une méthode que vous pouvez facilement faire à la main? Voilà. Je connais la méthode, je sais comment l'appliquer. Est-ce que moi, être humain, je peux le faire? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile à faire? La réponse est oui. Et en fin de compte, est-ce que c'est fastidieux ou pas? Qu'est-ce que vous me répondez? Je vous écoute. Voilà. Si je vous pose la question, est-ce que je peux, voilà, par exemple, cet exercice-là que je vous ai donné, est-ce que vous pouvez le résoudre et me donner un résultat si vous venez à le faire à la main? Oui. Vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire qu'au fait, vous allez vérifier à la main que vous allez calculer des itérations jusqu'à ce que ça converge. Non, on va pas calculer la convergence. On va juste trouver le résultat directement.
trouvez le résultat directement. Alors, dites-moi comment vous allez faire. Comment vous trouvez le résultat directement. Moi, je sais pas encore, mais on se creuse la tête, je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Donc là, vous vous engagez à nous fournir ce résultat quand? Non, je m'engage à rien, monsieur. Mais, mais je pourrais essayer. D'accord. On va dire ça se tente, on va dire. Ok, très bien. Vous pouvez donc effectivement essayer de le trouver directement et vous pouvez aussi essayer de le faire par une méthode numérique. Aussi. Donc, comme ce que vous faites avec moi, ça s'appelle de l'analyse numérique. Donc, vous allez me le résoudre avec la méthode que vous avez donc vue avec moi aujourd'hui et que nous avons ensemble implémentée dans l'environnement MATLAB. Voilà, c'est entendu? Oui. Très bien. Donc, vous allez vous attaquer à ce problème-là et vous allez bien sûr utiliser la méthode que l'on a vue aujourd'hui pour me fournir une réponse à ce problème. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que vous êtes censés être des futurs ingénieurs. C'est-à-dire que vous êtes censés trouver des solutions à des problèmes. Vous êtes censé comprendre un algorithme, même si, en fin de compte, vous ne vous destinez pas à une carrière d'ingénieur qui va faire de la recherche et du développement en réseau de neurones ou en intelligence artificielle. Peu importe ce que vous allez faire par la suite, en tant qu'ingénieur, vous devez être en mesure de comprendre un algorithme, d'utiliser un algorithme, de résoudre un problème, d'apporter des solutions, d'être autonome, de découvrir des choses, d'apprendre par vous-même. Donc là, vous avez, votre emploi du temps est organisé de telle sorte à ce que vous puissiez suivre vos cours à distance, faire vos devoirs maison, prendre le temps de comprendre ce que vous faites. Et donc voilà, je suis étonné qu'au jour d'aujourd'hui, que vous soyez pas tous, que vous n'ayez pas tous déjà un compte MATLAB avec des essais de fonctions. Voilà, je comprends pas. Enfin, je comprends pas comment vous pouvez manquer autant de curiosité et de volonté d'apprendre des choses. Monsieur, Oui. juste pour l'exercice, il faudra d'abord faire sur papier, trouver le système d'équation avant de Oui. Ah bah ouais. lancer. Ah bah Ok. oui. Ah bah oui. Forcément. Il faut, sur papier, construire le système. Et une fois que j'ai construit sur papier le système, j'utilise l'algorithme pour le résoudre. Voilà. Monsieur, Oui, je vous écoute. là, on vient de finir le cours. Hmm. En fait, j'ai des questions. En fait, c'était pour revenir en arrière. Parce Alors, que allez, je je suis vous pas écoute. venu. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez, En, qu'est-ce que vous voulez en comprendre? fait, en fait, bon, j'ai plusieurs choses. Oui. La première chose, c'est que quand j'avais essayé l'exercice 1, parce que je sais pas si vous avez fait l'exercice 1 aujourd'hui, j'étais pas là. J'ai essayé l'exercice 1 Oui. et quand j'ai vu la correction Mhm. par rapport, enfin la correction de MATLAB, j'ai essayé de faire cette correction-là sur mon MATLAB, Oui. mais quand j'essayais d'exécuter le code, il me mettait une defined function of variable DICO. Alors, moi, si vous étiez à côté de moi, je peux un peu vous aider. Parce que, d'abord, vous êtes dans quel environnement? Mac ou Windows? Je suis sur Windows là. Très bien. Oui, je peux vous faire un partage d'écran. Ah ouais, alors faites-le moi. Alors, faites-moi un partage d'écran, je peux vous aider. Tout à fait. Donc, juste une minute, s'il vous plaît, le temps que je me Ok. connecte.
Pas de souci. Ok. Alors? Il y a ma connexion qui est un peu lente. Là, je suis en train de me connecter sur mon ordi D'accord. pour vous faire le partage. Pas de souci. Il faut juste vérifier. Alors, quand vous avez ce type d'erreur, déjà, il faut vérifier que vous avez bien la fonction dans votre répertoire courant, vous avez bien la fonction que vous avez définie. Dans le mode Monsieur? répertoire courant. Oui. Current folder. Juste une question dans l'exercice là, 5. H1 il est égal à 3 mètres, c'est ça? Et H2 est égal à 4 mètres, c'est ça? Dans l'exercice 5, dans Ouais. l'exercice 5, les seules données que vous avez, c'est la longueur de l'échelle, 3 mètres, et l'autre longueur d'échelle, 4 mètres. Vous n'avez pas H1, vous n'avez pas H2, vous n'avez pas les valeurs de H1 et de H2. Et vous avez la hauteur du point de croisement, 1 mètre. Vous avez 3 informations. Et à partir de ça, on doit juste déterminer les équations de système, c'est ça? Exactement. Et vous devez déterminer les équations du système qui vont donc mettre en exergue l'inconnu X et l'inconnu Y. Et vous allez le résoudre pour trouver X et Y. Et une fois que vous avez trouvé X et Y, ben, il ne reste plus qu'à les additionner pour connaître la distance entre les deux murs. C'est comme si c'est des fonctions affines, en gros. Je fais. Ouais, c'est ok, d'accord. C'est bon? Ouais. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est? Votre écran est encore visible par les autres participants. Cliquez pour annuler votre présentation. Alors, reprendre. Alors, je vais mettre. Alors, donc c'est moi qui dois quitter ma présentation. Ok. Donc ça, c'est là, c'est votre écran. Oui, c'est mon écran. Vous me voyez? Vous êtes où? Je vous vois pas. Enfin, je veux dire, vous voyez mon écran. Ouais, très bien. Je vois votre écran. Très bien. Ok, on y va. Ok. Alors, on y va. Ok. Vous voyez ce que je présente ou pas? Ok. Vous pouvez agrandir un peu? Alors, vous avez écrit. Ah oui, mais cette fonction-là, dico, je vous ai dit qu'il faut la définir dans un fichier Dans un fichier. qui porte le même nom. Ah, d'accord. D'accord? Ok. Ok. Mais c'est exact. Mais regardez, là, tac, ici. Voilà. Regardez, vous voyez mon écran maintenant? Moi. Attendez. Non, je ne vous vois pas. Non, mais c'est moi qui. Attendez, c'est moi qui vais présenter. Voilà. Attendez. Ok, d'accord. Attendez. Donc c'est moi qui vais présenter maintenant. Dharma qui est en train de présenter, mais c'est moi qui vais présenter. Alors, Ok. présenter l'intégralité de votre question. J'arrête la présentation alors. Oui, arrêtez la vôtre. Ok, donc c'est moi maintenant qui. Voilà, c'est moi qui présente la mienne. D'accord? Oui. Regarde, là, j'ai une fonction. Elle s'appelle comment, la fonction? Dichotomie de ABN. Très bien. Elle est dans un fichier. Ce fichier, il s'appelle dichotomie. Il porte le même nom que la fonction. Oui. D'accord? Donc, vous, quand vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Là où vous avez écrit, vous avez faute fonction, la première des choses à faire, c'est d'abord, vous allez ouvrir un nouveau fichier. Oui.
vous allez mettre là-dedans votre fonction, Oui. etc. Donc, votre fonction, imaginons qu'elle s'appelle essai, d'accord? Mhm. Essai, le AB, voilà, etc. Il y a un tas de traitements, etc. Ça, là, ce fichier, vous allez faire save as et Mhm. vous l'appelez essai. Vous lui donnez le même nom que la fonction, le même nom. Le même nom. Ok, d'accord. Voilà. Et vous faites OK. Ok. Et à partir de la fenêtre des commandes, vous pouvez utiliser cette fonction-là qui s'appelle essai. Du coup, je fais la même chose avec dichotomie, c'est ça? Voilà. Si vous l'avez appelé dichotomie, si vous l'avez appelé didico, ben vous appelez votre fichier didico. Ok, d'accord. C'est bon? C'est clair? Et vous me Oui, c'est tenez au clair. courant. Voilà, très bien. Monsieur, j'avais une autre question aussi. Oui, je vous En écoute. fait, c'est toujours par rapport au début du cours, parce que quand je l'ai relu, j'ai vu qu'il y avait des choses pas très claires. OK. En fait, par rapport aux écarts et aux approximations, Ouais. euh, vous avez précisément choisi racine de x comme exemple pour faire les itérations et les écarts. Oui. Alors, en fait, au niveau des écarts, je ne comprenais pas, en fait, j'arrivais pas à cerner très bien ce que ça représentait par rapport aux itérations et pourquoi on a pris précisément racine de x comme exemple, alors qu'on aurait pu prendre ln de x ou exponentielle ou d'autres fonctions. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris racine carrée de x? Parce que tout simplement, l'opération de racine carrée, d'accord, résulte de l'exécution d'équations. Racine carrée en lui-même, c'est juste un nom. D'accord? D'accord. La racine carrée, quand votre calculatrice calcule la racine carrée, en réalité, ce que fait votre calculatrice, elle calcule une suite. Oui, Et cette suite qu'elle calcule, elle est sous la forme que j'ai présentée dans le cours. C'est un exemple que j'ai donné. D'accord? oui, Et ce que oui, j'ai dit, c'est que quel que soit le calcul que vous faites, là par exemple, j'ai pris l'exemple de racine carrée, mais on aurait pu très bien prendre l'exemple du logarithme népérien ou d'un arc sinus ou d'une fonction plus complexe. Tous ces calculs-là se décomposent sous forme de calculs arithmétiques simples. Division, addition, multiplication. d'accord. Et j'ai pris la racine carrée parce qu'il fallait bien que je prenne un exemple. Oui, oui. Voilà. Et du coup, les epsilon K, c'est bien les écarts. Et les epsilon, c'est les écarts entre deux valeurs successives. D'accord, Et quand cet écart-là devient très proche de 0, ben ça veut dire que A à l'itération K plus 1, il est égal à A à l'itération K. Et ça veut dire qu'en fin de compte, mon algorithme a convergé puisque l'équation que je dois vérifier, c'est A égale 1/2 de A plus X sur A. d'accord. OK. Ok. Donc, arriver à 0, ça veut dire que ça converge. Exactement. D'accord. Merci, monsieur. De rien. Monsieur, pour l'exercice 5, je peux faire Pythagore ou pas? Eh bien, vous allez être obligé de faire Pythagore, oui. Ok. Vous allez utiliser Pythagore et vous allez utiliser quoi d'autre? Si vous vous souvenez sans encore frais. Ça laisse. Moi, je vois Voilà, Thalès. exactement, Thalès. Voilà, très bien. Donc, nous, on a rendez-vous quand? Notre prochain rendez-vous? C'est Le lundi. lundi. Voilà.
Donc, vous essayez d'y réfléchir, de le résoudre, de travailler un peu sur MATLAB et de me poser toutes vos questions lundi. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. où on peut trouver le support, Le support de quoi? le cours? Le cours d'aujourd'hui? Oui, Mais je vous ai déjà envoyé le support, mais je vais vous le renvoyer parce que j'ai fait des corrections. Donc, je vais vous l'envoyer cet après-midi. d'accord, merci. Je vous l'envoie cet après-midi et en même temps, je vous envoie le lien pour revoir le cours qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Je peux arrêter l'enregistrement? Oui, c'est bon. Au revoir, bonne après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Au bonjour. revoir, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur, du coup, pour le prochain cours, on a quoi à faire? Vous faites l'exercice là. C'était le combien déjà? Le 5 là. Le 5, ok. Vous comprenez le 4. Ok. Et normalement, le 2 et le 3, vous pouvez aussi les faire puisque c'est la méthode de Newton simple. Les exos jusqu'au 5, quoi. Et du coup, il faut faire avec MATLAB aussi. L'idéal, ça serait bien aussi de le faire avec MATLAB. Oui, tout à fait. Ok. OK? Allez. Ouais. Ok, merci. Merci à vous aussi. Au revoir.